Donc, je m'appelle Mathias Dupont. Encore une fois, bonjour à tous pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous sommes devenus cloud agnostic chez ADO. Donc, encore une fois, mon nom, Mathias Dupont, je suis cloud advocate chez ADO. Quelques mots, quelques chiffres pour vous présenter ADO. ADO, c'est un ensemble d'entreprises qui a pour mission, pour vocation, de faire de l'habitat un endroit positif. We make home a positive place to live, ça sonne mieux en anglais, je trouve. C'est bon, merci. Donc, ADO, c'est un ensemble d'entreprises sur 3 marchés complémentaires. Un marché de l'habitant, l'amélioration de l'habitat, donc vous connaissez tous, je pense, Leroy Merlin. Il y a aussi Weldom, Cabane, Brico, Cotatis. Un marché pour les passionnés de cuisine et de décoration, c'est Zodio et Alice Délices, et un marché pour les professionnels de l'habitat avec Bricoman. Nous sommes 150 000 dans le monde, donc ça fait pas mal de monde, on en reparlera tout à l'heure. Au niveau digital, c'est 4500 personnes, pardon, donc c'est aussi beaucoup de monde. 4500 personnes, c'est dans le monde entier, donc c'est pas seulement ADO Service qui a son siège ici à Lille, mais c'est toute l'informatique de toutes nos business units dans le monde entier. Et ça représente, on travaille sur un périmètre de à peu près 2000 produits digitaux. Je vais revenir un instant sur Cloud Agnostic. Je vous avoue, quand j'ai préparé ma presse, ma femme a regardé par-dessus mon épaule, elle m'a dit Cloud Agnostic, tu veux vraiment mettre ça dans ton titre? Avec un titre comme ça, il n'y aura personne à ta présentation. Merci, vous êtes venus quand même. Donc rapidement, qu'est-ce que j'entends par Cloud Agnostic? Pour moi, Cloud Agnostic, ça veut dire quelque part s'affranchir de nos Cloud Service Providers. Ça veut dire avoir une couche de produits digitaux que nous, on va venir mettre au-dessus des Cloud Service Providers de manière à pouvoir déployer nos produits digitaux, quel que soit le Cloud Service Provider, quel que soit l'endroit dans le monde. Ça, c'est un slide c'est un vieux slide en fait, que j'ai utilisé il y a très longtemps pour présenter la transformation cloud qu'on a présentée dans toutes nos business units. Et je trouve que c'est important de le réutiliser, c'est important de regarder aujourd'hui où on en est de cette transformation cloud et surtout jamais perdre de vue, c'est vachement important, jamais perdre de vue pourquoi on a fait cette transformation, quels étaient les bénéfices, quels sont les bénéfices qu'on attend du cloud. Donc je pense que vous les connaissez, le time to market. Je vous avoue qu'on n'est plus très fan aujourd'hui des gros projets de 3 ans et quand on les termine avec un peu de chance au bout de 3 ans, on est à côté de la plaque. Donc ça, on ne veut plus. Le paiement à l'usage, bien sûr, on ne paye que ce qu'on consomme. À l'époque, j'ai beaucoup entendu dire c'est cool, on va payer moins cher. En fait, non, on ne paye pas moins cher. Je pense que c'est un secret pour personne. Par contre, on sait pourquoi on paye et on sait quels sont les bénéfices qu'on retire du cloud. L'élasticité, classique également, je pense, pour tout le monde. On doit être capable de scaler nos infrastructures à zéro si on n'a pas besoin ou en cas de pic de charge pendant une période de solde. Bien évidemment, on ne provisionne plus nos infrastructures pour le maximum de charge pendant une période de solde. L'innovation, qu'elle soit innovation business, donc permettre à nos produits digitaux d'innover pour être toujours les meilleurs, mais aussi innovation technique. Je vais prendre juste un exemple. La semaine dernière, on a testé sur un module du site Leroy Merlin France, on a testé le WPA sur les clusters Kubernetes. Donc c'est une extension de Horizontal Pod Autoscaling. Et ça a permis de passer sur un test d'une journée, de passer de 20 pods à 6 pods. Donc on est toujours constamment en train d'innover grâce à nos infra cloud. Le self-service,
Self-service, ça veut dire, vous connaissez tous, je pense, les portails AWS et ou GCP. C'est un portail dans lequel on est capable d'aller chercher les éléments d'infrastructure ou autres dont on a besoin. Donc tout le monde connaît ces plateformes, ces consoles Amazon ou GCP. Nous, on a la nôtre aussi. Donc on a notre portail dans lequel on est capable de provisionner les outils dont on a besoin. Et la dernière, c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a besoin que nos équipes soient concentrées sur ce qu'elles vont apporter en business. On a besoin que ces équipes ne perdent pas leur temps à provisionner un environnement, une infrastructure. Elles doivent rester concentrées sur ce qui est important pour elles, c'est-à-dire délivrer de la valeur au business. Alors pourquoi on est devenu cloud agnostique chez ADO? Il y a une raison qui est évidente, c'est qu'on est présent dans le monde entier. Donc être présent dans le monde entier, ça veut dire que quand on déploie une application, eh ben, il faut qu'elle soit déployée au plus proche de nos utilisateurs. Ça veut dire sur 4 continents. Or, alors évidemment, pour ceux qui le savent, notre partenaire principal, c'est GCP. Par contre, GCP n'est pas présent partout là où nous on travaille. Donc GCP n'est pas présent en Afrique du Sud et GCP n'est pas présent non plus en Russie. Donc il a fallu trouver d'autres solutions. Il a fallu être capable de déployer nos applications de la même manière sur un data center GCP en Europe ou en Amérique du Sud, ou sur un data center Azure, par exemple, en Afrique du Sud. Tout ça, c'est bien gentil, on est bricoleurs, mais on sait que, du coup, ça ne facilite pas la tâche, jusqu'à maintenant, ça ne facilite pas la tâche de nos équipes des produits digitaux. Au contraire, peut-être que ça apporte encore de la complexité de leur expliquer qu'ils vont devoir déployer leurs produits sur plusieurs cloud service providers différents. Donc, pour ça, si je prends une application très simple, il va falloir déployer des clusters Kubernetes dans les data centers GCP, mais aussi dans les data centers de nos autres cloud service providers, en Afrique du Sud par exemple, chez Azure. Pour ça, on a une équipe, on a un produit qui s'appelle Cloud Containers, qui va déployer et manager ses propres clusters Kubernetes chez chacun, dans chaque région de nos cloud service providers, qui va les manager et qui va également apporter de la valeur ajoutée sur ces clusters. La sécurité, par exemple, si on parle de clusters Kubernetes, ils vont également apporter de l'isolation entre les namespaces. Donc, ils vont apporter des features supplémentaires sur les clusters Kubernetes de nos cloud service providers. Et c'est la même chose pour une base de données. Les équipes produits bases de données sont responsables de rendre nos bases de données disponibles partout où on opère chez chacun de nos cloud service providers. Ceci étant dit, ça reste compliqué, il me semble, pour une équipe produit d'aller déployer sur tous ces cloud service providers. Donc, on a une série de produits supplémentaires qui ont été créés chez ADO. Le premier s'appelle Turbine. Turbine, c'est un outil assez génial qui nous permet de déployer nos clusters Kubernetes. Donc, avec Turbine, vous êtes capable de déployer vos conteneurs sur n'importe quel cluster opéré par les équipes de Cloud Containers. Donc Turbine dispose d'une interface utilisateur, évidemment, mais aussi d'API, de provider Terraform et de GitHub Actions. C'est la même chose pour les bases de données. On a un produit qui s'appelle DBAPI, avec une console, avec des API, avec des providers Terraform, qui permet de déployer une base de données sur n'importe lequel de nos cloud service providers.
Un petit focus sur les outils qu'on utilise, j'en ai déjà évoqué pas mal. Donc évidemment, le source code repository, chez nous, c'est GitHub. Les pipelines CI/CD sont écrits en GitHub Actions. On utilise Vault, c'est quelqu'un des produits que je vais vous présenter juste après. On utilise Vault pour sauvegarder nos secrets et JFrog Artifactory pour sauvegarder les artefacts et entre autres évidemment les images Docker. D'autres outils qui sont des outils maison qu'on a développés parce que soit la solution n'existait pas, soit elle n'était pas satisfaisante pour nous. Le premier, Cloudcraft. Donc je vous ai dit qu'on utilisait Terraform pour déployer nos infrastructures. On a utilisé un temps Terraform.io pour plusieurs raisons. C'était pas satisfaisant pour nous, donc on a décidé de réécrire, de créer notre propre orchestrateur Terraform. Et ça s'appelle Cloudcraft. Je vous le montrerai dans un instant. Turbine, j'en ai déjà parlé. Qui est un outil qui a été développé à l'origine par nos collègues de Leroy Merlin France, qui aujourd'hui est un outil groupe et qui est la porte d'entrée unique pour déployer sur nos clusters Kubernetes. C'est un outil qui est basé sur des Helm charts. Cloud Containers, j'en ai déjà parlé, DB API, j'en ai déjà parlé. Une petite démo à une main. Ouais, ça a l'air de marcher. Allez, démo à demain. Donc, alors premièrement, disclaimer, s'il y a des développeurs dans la salle, je m'excuse, c'est pas forcément l'architecture idéale. L'architecture dont vous auriez rêvé, c'est l'architecture qui était disponible sur le produit qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Donc on a une application très simple avec 2 microservices, un front en Go et un back en Java, une base de données PostgreSQL. Alors, au niveau de l'infra, j'ai choisi pour cette démo de déployer mon application sur des clusters GCP Europe West 1. J'aurais pu choisir des clusters en Amérique du Sud, j'aurais pu choisir un cluster chez Azure, j'aurais pu choisir un cluster chez Index, et je vous montrerai juste après dans Turbine que c'est juste une liste déroulante et un choix à faire. Donc, évidemment, 2 images Docker pour mes 2 microservices qui seront hébergés sur un cluster opéré par le produit Cloud Containers. Une base de données PostgreSQL, évidemment liée à mon back. Une base de données qui est opérée en fait par notre partenaire chez GCP qui est Even. C'est un choix de l'équipe Cloud Database de travailler avec Even, au moins pour GCP et pour Azure. Donc on va déployer le front et le back en utilisant Turbine et on utilisera des BAPI pour déployer la base de données. Je reviens un petit instant sur les images Docker. Donc, elles sont stockées dans JFrog. Le choix qu'on a fait pour cette démo, c'est de préconstruire une image pour le back qui est déjà sauvegardée dans JFrog et qu'on va déployer avec l'interface graphique de Turbine. En ce qui concerne l'image front, l'image du front, on la déploiera d'une autre manière en utilisant un pipeline GitHub Actions. Donc les deux sont bien évidemment stockés dans JFrog avant d'être utilisés par Turbine. Donc première étape, on va déployer la base de données qui est opérée par notre partenaire Even en utilisant des BAPI, et petite subtilité, on va le faire en utilisant Cloudcraft puisqu'on a écrit un script Terraform pour ça. Donc c'est l'interface de Cloudcraft. On a créé une stack qui est liée à notre repo ici, hébergé sur GitHub. Ok, donc je vais lancer la création. Pour l'instant, je lance le plan.
Donc c'est un plan Terraform classique. Je les appelle, c'est pas le moment. Voilà. Donc le plan est lancé. Et je vais donc me connecter à l'interface de notre produit DB API. Donc évidemment, ma base de données Postgre n'est pas encore créée puisque j'ai simplement effectué le plan sur mon script Terraform. Donc une fois que c'est fait, on peut faire le approve pour lancer la création. Et si tout va bien, on devrait retrouver notre base de données sur DB API. Bientôt. Voilà, le play est en cours. Donc ça devrait être bon. Et j'ai bien ma base de données, mon moteur de base de données qui a été créé, donc une base de données, un moteur de base de données PostgreSQL créé chez notre partenaire Even. Donc on va aller voir sur la console Even. Tac. Et on a bien une base de données un moteur de base de données qui est en cours de création. Donc vous voyez, c'est très simple dans tout le process. Je touche du bois. C'est très simple et c'est très rapide de monter les environnements. Par contre, ça reste trop long pour une démo. Voilà. Non. Bon, j'y reviendrai après. Donc là, en fait, le moteur de base de données a été créé chez Even et il reste simplement à créer la base de données ici. Mais il faut attendre qu'elle soit lancée. Ici, elle est toujours en rebuild. Donc je vais continuer. Donc, une fois que la base de données est créée, on va venir utiliser Turbine. Donc encore une fois, Turbine, c'est vraiment notre outil. L'outil par lequel tout le monde passe pour gérer des environnements Kubernetes. On va créer un environnement dans Turbine, donc il y a un vocabulaire un peu spécifique dans Turbine. Un environnement, c'est tout simplement un namespace, donc un objet Kubernetes qui va être réservé pour mon application dans le cluster qui m'a été attribué. Donc, en attendant, le moteur a été créé, donc je vais juste créer ma base que j'appelle back. Voilà. Donc, si je reviens à Turbine, voici l'interface de Turbine. Je vais simplement créer mon environnement. Donc, un certain nombre de paramètres administratifs à mon équipe, Cloud Advocate, le nom de l'environnement, qui sera un environnement de dev. Ici, on a quelque chose d'intéressant. Je vous disais tout à l'heure que les équipes développent sans cesse de nouvelles features. On a ici une feature qui est hyper intéressante, qui est la fédération, qui nous permet de faire du HA, de faire du DRP et de déployer sur différents clusters, y compris dans des régions différentes. Donc ça, c'est une feature qui est super intéressante pour le HA, pour les DRP. Nous, on va créer une plateforme simple. Et ici, via ce menu déroulant, on a les clusters Kubernetes qui m'ont été attribués par l'équipe Cloud Containers. Donc on voit que je peux déployer sur GKE, donc Europe West One pour GCP. Je peux déployer chez Azure pour l'Afrique du Sud et je peux déployer sur Yandex pour la Russie. Ici, on a d'autres environnements qui sont deprecated. On n'utilise plus OpenShift chez ADO. Donc je vais choisir le GKE, le cluster sur Europe West One.
mais vous avez bien compris que j'aurais pu choisir n'importe quel endroit, n'importe quel cloud service provider. La douloureuse, évidemment, qui doit être envoyée à quelqu'un, donc ça sera moi en l'occurrence. Faudra pas que j'oublie de l'éteindre. J'ai mes deux mains, je vais quand même m'en servir. Voilà. Donc mon environnement, mon namespace n'est pas encore créé. On peut voir si je fais ça que il n'est pas encore créé. S'il veut même répondre. Non, il n'a pas envie. Je vais changer ça. Ouais, c'est mieux. C'est pas mieux. Sécurité avant tout. Donc problème de Wi-Fi, hein. Je me suis connecté sur mon téléphone et il faut que je me reconnecte au VPN pour pouvoir accéder à nos environnements. Voilà. Ou pas. Yes. Voilà, donc j'ai rien. C'est normal, je l'avais prévu. Tant qu'on n'appuie pas sur ce bouton Apply, le namespace n'est pas réellement créé. Donc ici, j'appuie ici, Apply Environment Provisioning, et là, il va vraiment me créer le namespace. J'espère. Ouais. Donc là, j'ai mon namespace qui a bien été créé et qui est prêt à être utilisé. Donc voilà, étape 2, création de l'environnement par turbine, donc un namespace réservé sur le cluster qui m'a été attribué. Step 3, on va créer des composants dans Turbine. Donc qu'est-ce que c'est qu'un composant? Un composant, c'est juste une enveloppe Turbine, la définition en fait de mes microservices avec les paramètres nécessaires à son déploiement, donc l'image Docker, où elle se trouve, éventuellement des mots de passe via Vault, donc une configuration pour Vault pour aller récupérer des mots de passe. On verra que j'ai besoin en fait de credentials Vault pour accéder à ma base de données. Donc un composant, c'est une application au sens Turbine qui ensuite pourra être déployée sur différents clusters. Donc je vais créer les composants ici. Donc le premier c'est le back. Je vais l'appeler back Mathias. Tac. Donc même chose. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Pardon. Donc back Mathias, le domaine, donc c'est mon domaine Cloud Advocate. Ici, on a le lien vers le registry Docker, donc l'endroit où on sauvegarde nos images Docker. Donc pour le back, c'est celui-ci. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà créé les images, on a créé des images qui sont déjà provisionnées dans le registry JFrog pour le back. Quelques paramètres pour Turbine, donc une application classique, un template classique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très facilement aller configurer Vault pour pouvoir récupérer les secrets, donc en l'occurrence la connexion à la base de données. Donc, se trouve dans mon environnement Cloud Advocacy. Je vais utiliser un init container et il faut juste que je mette le secret de Vault qui se trouve ici. Donc je vais essayer de ne pas vous montrer mes secrets. Voilà.
Tac. Et je vais avoir besoin de les récupérer via un fichier que j'ai appelé dbcreds.sh. Et c'est du bash. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour le back. Donc, ce composant, pardon, il faut que je l'attache à mon environnement pour pouvoir le déployer. Donc, tout simplement, là, il est lié à mon environnement, il est prêt à être déployé. Okay. Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord créer le front, le composant pour le front, et je déploierai ensuite le back. Donc, je crée un nouveau composant pour le front, que j'appelle front, et qui est toujours lié à mon équipe, qui est sauvegardé. L'image sera sauvegardée dans JFrog, dans un registry qui s'appelle front. Voilà. C'est toujours un classique Turbine Web App. Et c'est tout. Il me reste une chose à faire pour le front, parce que mon front, il faut qu'il soit lié à mon back, donc je vais le préciser ici. Et ce sera, mon back s'appelle back Mathias. Et ça devrait être bon. Ok. Donc je vais aussi l'attacher à mon environnement. Comme ça, j'aurai un environnement qui sera prêt à être déployé. Voilà. Ok, donc là on est prêt avec Turbine. On a créé les composants. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déployer le back via l'interface graphique Turbine, le back qui est lié évidemment à la base de données. Donc il me suffit de choisir, donc, comme j'ai mon lien avec le repository JFrog, voilà toutes les images qui ont été créées, donc je vais utiliser la dernière et la déployer. Je peux suivre ici le déploiement de mon microservice et je vais vérifier que mes pods ont été créés. Voilà, donc j'ai bien un pod pour mon back qui est en train d'être créé. On va aller voir plus précisément. Et il est bien en train en fait, notre back, quand on lance le back pour les besoins de la démo, on va venir charger des valeurs dans la base de données. Donc c'est ce que mon back est en train de faire. Voilà. Et donc je me retrouve avec mon premier élément, mon back, donc un microservice, une API qui fonctionne et qui me retourne des mots. Donc aléatoirement des mots soit de bricolage, soit d'informatique. C'est pas très... Voilà, et ça peut être aussi... J'ai aussi des verbes. Voilà. Et des adjectifs. Tout ça me permettra de construire des magnifiques phrases aléatoirement. Donc voilà, j'ai mon back qui a été lancé. Vous voyez, c'est très simple de déployer un microservice sur nos environnements from scratch en utilisant l'interface Turbine. Pour le front, on va faire un petit peu différemment. On va utiliser un pipeline CI/CD, un GitHub Actions, qui lui aussi va appeler Turbine pour déployer, pour d'abord créer évidemment l'image Docker, la stocker dans JFrog, et ensuite Turbine pourra la déployer sur le cluster. Donc, je vais aller dans mon repo GitHub. On a déjà construit le workflow CI/CD qui est ici.
et qui va être déclenché sur n'importe quel commit. Donc je vais faire un changement très simple dans mon appli. Je vais aller modifier le front. Tac. Ici. Je vais juste changer le titre. On va mettre Cloud Nord. Pas Niort. Et donc mon commit déclenche le pipeline CI/CD qu'on peut voir ici. Voilà. Donc une première phase de build qui est en cours, et ensuite on aura une deuxième phase de déploiement via Turbine. Donc si je vais voir mes pods, je devrais en avoir encore qu'un seul. Pardon. À demain, c'est mieux. Voilà, j'ai toujours qu'un seul pod, donc l'autre, il va bientôt être démarré, j'espère. Si je reviens sur mon flow. Voilà, donc là, on est passé au déploiement par turbine. Donc l'image a été sauvegardée dans JFrog et il n'y a plus qu'à la déployer sur le cluster via turbine. Vous remarquerez que j'ai pas fait de vidéo, moi, hein, je suis sans filet. Je fais malin, c'est là que ça va planter. Ok, donc on va aller voir si j'ai un pod pour le front. Ouais, ça c'est cool. Et est-ce que mon application tourne? Donc si je rafraîchis ici, je vois normalement, ouais, que j'ai une image qui a été déployée sur mon front. Et si je lance le front, ça marche. Donc j'ai bien mon application qui a été créée avec un front qui va récupérer des mots, des verbes, des adjectifs pour construire aléatoirement des phrases. Ouais, c'est un peu... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Je suis désolé, c'est resté en anglais, c'est une présentation que je fais en interne pour nos partenaires. C'est que vraiment, ce qu'on souhaite, nous, c'est que les équipes business puissent, comme je vous disais au début, puissent se concentrer sur ce qui est vraiment important pour elles, c'est-à-dire délivrer de la valeur métier. Nous, les équipes tech, on s'occupe de toutes les couches techniques qui sont en dessous. Donc c'est pas seulement les couches avec nos cloud service providers, mais c'est également les couches intermédiaires qui vont permettre de déployer facilement, rapidement, de n'importe où vers n'importe où les produits digitaux. Donc on s'occupe de fournir ces outils. Merci d'être venu. Merci d'avoir bravé les intempéries. Non, il n'y en a pas, donc ça ne marche pas. Merci d'être venu m'écouter, surtout si proche de l'apéro. Ah non, pardon, j'ai oublié un truc. Je suis désolé, je rêvais de la faire, celle-là. Voilà, c'est fait. On me dit souvent, quand je fais cette présentation, on me dit souvent, ok, ça a l'air facile, ton truc, tu viens de déployer une application en quoi 30 minutes, même pas. Ça a l'air super facile, mais combien de temps t'as passé avant pour préparer cette démo? Donc spécial dédicace à Sébastien dans la salle, qui a passé beaucoup de temps pour préparer cette démo.
Effectivement, quand on crée une nouvelle API, une nouvelle application, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut créer un repo GitHub, il faut créer un pipeline CI/CD, il faut avoir un compte dans Vault pour pouvoir sauvegarder les secrets, il faut un registry JFrog pour sauvegarder les images, il faut un compte sur Turbine, il faut le paramétrer, il faut CloudCraft, il faut le paramétrer, etc., etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ce nouveau produit qui n'est pas si nouveau que ça, hein, qui a été créé il y a quelques mois chez ADO. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit qui va permettre de provisionner les environnements facilement. Alors là, pour le coup, il n'y a plus rien à faire, donc ce sera ma prochaine démo ici, mais elle va durer 5 minutes. Donc l'idée, c'est, via cet outil, de provisionner tous les environnements, toutes les stacks, tous les outils qui sont nécessaires au déploiement d'une application. Un compte Vault, comme je vous le disais, JFrog, etc., etc. Ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aussi provisionner, par exemple, vous voulez construire une API Spring Boot, là, comme dans l'exemple, il va vous créer le repo GitHub qui va bien, prépopulé avec les fichiers pour faire du Spring Boot. Donc ça peut aller très loin, donc c'est un super produit qui va encore plus faciliter la vie de nos développeurs, et encore une fois qui va leur permettre de fournir, de créer de la valeur métier et de pouvoir la déployer rapidement, facilement, n'importe où dans nos BU, sur n'importe lequel de nos cloud service providers. Voilà, cette fois merci, et je vous promets c'est pour de vrai. Merci à tous. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Ouais. Déjà, merci pour la présentation. Et j'avais une question par rapport à CloudCraft. Ouais. Ce sera open source ou ça l'est déjà? Ah, c'est une bonne question, ça. Pour l'instant, ça ne l'est pas. C'est un outil maison qu'on a construit parce qu'on en avait besoin, parce que, encore une fois, on avait commencé à travailler sur Terraform.io. Il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait des contraintes techniques, il y avait des contraintes financières. Donc, on a décidé de développer ce produit. Maintenant, par rapport à ta question, oui, pour moi, même pas pour moi, pour le groupe, tous les outils que je t'ai présentés là, à terme, ce qu'on voudrait, c'est les rendre open source, oui. On y travaille, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose vers lequel on veut aller. C'est pas facile pour nous parce que c'était pas dans notre culture, effectivement, mais oui, on veut y aller. Et oui, on veut rendre ces produits open source. Je sais, par exemple, tu m'as parlé de CloudCraft, mais je sais pas, mais pour le coup, je sais que sur DB API, par exemple, on est en train d'y travailler. On a d'autres outils qu'on a construits avec Google, qui sont déjà open source, un outil de compliance par exemple qu'on appelle MDAL chez nous, qui permet de faire des checks de compliance. Ça, c'est un outil qu'on a rendu open source. Donc oui, on y va, peut-être pas encore assez vite. Ça répond à ta question? Ah oui. Alors moi j'ai une question par rapport au fait qu'il y a un certain nombre de vos outils qui sont sur votre réseau interne et vous utilisez GitHub et les GitHub Actions du coup qui sont un outil tiers. Comment se fait la communication entre les workflows qui sont lancés sur les GitHub Actions et votre SI interne? J'en sais rien. Alors, c'est le rôle, en fait, c'est l'avantage de notre organisation en mode produit. On a une équipe delivery, c'est leur taf, en fait, de faire ça, c'est leur taf de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, dans le détail, je ne sais pas te répondre. Je sais qui s'en occupe, je sais qu'on peut aller voir, si tu veux, on peut aller les voir ensemble pour discuter. Mais dans le détail, je sais pas comment c'est fait, désolé. Peut-être qu'on a une réponse là-bas. Sébastien.
Je suis à la même équipe que Mathias. Bonjour. Le seul service qui est appelé dans la démo, c'est Turbine. Et Turbine est public. Donc il n'y a pas de lien entre... Enfin, c'est directement via Internet. Sinon, pour d'autres outils, là j'étais en VPN par exemple. Il y a d'autres outils comme DB API qui pour l'instant sont accessibles que sur notre réseau interne. Je me permets peut-être d'apporter une précision du coup par rapport à cette question. Il me semble que ça fonctionne parce qu'on a des runners qui sont sur le réseau ADO, des runners ADO en fait, sur GitHub Actions. Exact, on a nos propres runners, c'est vrai. Merci. J'aime bien les questions où les réponses se font dans la salle. Ok, merci à tous. À bientôt, n'hésitez pas. Une question de dernière minute. One more thing, là-bas. La dernière pour la route. Tu passeras le micro à Sébastien et pourra te répondre. Ouais, pour la réponse, du coup. Bon, en tout cas, merci pour la présentation. Je suis un peu curieux, je voulais savoir combien de personnes travaillent sur les outils. Si vous avez une idée. Beaucoup. On a parlé de 4500 personnes, ça c'est au global, hein, c'est le digital au global. Pour la plateforme qu'on appelle Tech and Data qui s'occupe de toutes les couches techniques, donc technique et data, on a environ 400 personnes. Ça te donne une ordre d'idée. Dans les équipes delivery, il doit y avoir une cinquantaine de personnes à peu près, je pense. Ok, merci.